dans la réalité, ça arriverait que le type, dans un coup de perceuse, d'un coup ça marche plus. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas chargé la batterie. Et il se retrouve à s'arrêter, le type agonise. C'est abominable. Vous pouvez pas mettre ça dans une scène de roman ou de film, mais la réalité est souvent comme ça. Bonjour, je suis Maxime Chatham et ceci est mon expert review pour Vanity Fair. I'm losing this fight with myself. I can't control it any longer. C'est un tueur en série qui n'est pas ce qu'on nous a toujours raconté qu'étaient les tueurs en série. Et moi, c'est ce que j'essaie de comprendre à travers mes romans. C'est-à-dire, on vous dit un tueur en série, c'est quoi? Bah, c'est un type qui a une enfance abominable et du coup, il est devenu ce qu'il est devenu. Mais dans la réalité, 99% des enfants qui ont eu des enfances fracassés deviennent des gens normaux et bien. Donc cette hypothèse-là marche pas trop. Et Dahmer, c'est ça, c'est le contre-exemple. C'est lui, il a une enfance normale, il le reconnaît. Pourquoi est-ce qu'il a basculé? Et il incarne cette espèce d'absence de réponse autour des tueurs en série. Et tous les psys qui nous disent oui, mais si, mais non, en fait non. Fondamentalement, ce qu'est un tueur en série, les mécaniques qui créent un tueur en série chez un individu, elles nous échappent encore en grande partie. Et Dahmer incarne bien ça, et il y a quelque chose d'assez fascinant de se dire, mais en fait, c'est un type qui est pas fou. Parce qu'il faut arrêter de penser que les tueurs en série sont des fous, c'est pas vrai. La plupart d'entre eux sont des sociopathes, des psychopathes qui sont plutôt totalement responsables de leurs actes, conscients de ce qu'ils font. C'est juste qu'ils ont ce besoin en eux, ils peuvent pas faire autrement et ça les rend aussi terrifiants. Mark Twain disait une phrase que j'adore, j'ai écrit sur mon bureau, la différence entre la réalité et la fiction, c'est que la fiction se doit d'être crédible, elle. Dahmer, c'est ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas écrire ça dans une fiction. Tout le monde vous dirait non, j'y crois pas, et les lecteurs aussi. Sauf que comme c'est une histoire vraie, bah, on est bouche bée devant ce truc un peu démentiel. Dario Argento, ça fait partie des terreurs de mon enfance. Ça me fait rire parce qu'il y a tous ces gimmicks un peu de giallo italien, notamment dans les phases quand elle a la main qui tombe, c'est surjoué même dans le geste. Ce plan, quand on descend l'escalier, est tellement humain finalement, aujourd'hui un Américain vous dirait mais ça marche pas, c'est pas assez technique. Mais justement ça donne le truc très organique qui fait qu'en fait on est le voyeur à ce moment-là. Dans cette façon de faire ce plan qui est presque maladroit par moments, c'est une descente humaine, c'est pas une descente de caméra. Ça marche bien. Et ça en littérature c'est hyper inspirant parce que comment est-ce que moi dans un roman je peux retranscrire ce type d'effet-là dans ma narration? On n'a pas cette mise en scène-là. Ou alors il faut être dans sa façon de décrire très particulier. Si on commence à dire, nous sommes sur le toit et nous descendons lentement le long de cette gouttière, avec le bruit des feuilles qui tombent dedans, avec l'humidité, et puis subitement un miaulement attire notre attention en bas. Mais c'est qui ce nous? Ça bouscule les habitudes du lecteur, on n'a plus dans cette focalisation extérieure, objective. Non, là on est qui c'est nous? Et c'est ces petits trucs-là que j'aime bien essayer de temps en temps trouver pour me rafraîchir moi dans mon écriture, et puis bousculer le lecteur un peu pour l'amener dans d'autres sensations de lecture. Je peux plus prendre une douche sans penser à ce film, moi. La vulnérabilité qu'on a quand on est sous la douche, les yeux fermés, et qu'on a du shampoing plein les yeux, on pense à Psychose. George Lucas disait 70% de l'impact d'un film, c'est le son. Et Spielberg le faisait quand il faisait Le Soldat Ryan, quand il a été faire tirer des mecs dans des carcasses de bœuf pour donner cette sensation de balles qui traversent la chair, la matière. Là, le son, il est un peu comme ça, il est dérangeant. Les cris sont très organiques, très vivants, très dérangeants. Le bruit de l'eau, c'est la symbolique de la vie normalement. On entend les bruits du coup de couteau quand même. On les voit pas, mais on les entend. On a tous ces éléments-là de ce type qui pourrait être n'importe qui, ce qu'on ne voit jamais. C'est l'incarnation de la mort qui vous saisit à tout instant. Et puis à la main, c'est marrant de mettre cette séquence-là avec celle qu'on a eue juste avant, où on a deux plans sur une main qui symbolise la mort. Dans le giallo italien, la main elle tremble, elle surjoue, c'est la comédie dell'arte avec le sang, on n'y croit pas, mais du coup ça rend le truc drôle. Et là vous avez la même chose, et là cette fois-ci c'est terrifiant. Pourtant c'est le même plan presque. Juste c'est cette main-là qui se fige, on a la crispation de la vie qui part, la mort, et ça descend. C'est fini. C'est horrible. L'intérêt de filmer une scène comme ça en 7 jours, en 70 prises, c'est aussi horrible que ce soit, c'est que vous mettez votre actrice tellement à bout qu'en réalité, ce que vous obtenez à la fin, c'est plus elle qui joue, c'est elle qui est dépassée par ses émotions. Elle la vit plus qu'elle la joue, la scène. Et il filme ce début de folie. Et c'est ça, en fait, qu'il va chercher dans sa mise en scène. C'est un procédé très douteux, hein, parce que là, c'est plus le pacte qu'il y a entre un metteur en scène de confiance et son comédien. Le comédien, il ne donne plus, il se fait prendre.
Et on continue d'y croire à l'époque, on voit cette scène, non, non, elle va s'en sortir, elle va s'en sortir. C'est Drew Barrymore, c'est la tête d'affiche du film, elle peut pas mourir. Donc là, vous regardez ça à l'époque, et vous dites, non, mais il va y avoir un twist. Et c'est malin parce que regardez Wes Craven, il nous fait ça. Elle voit les parents, on se dit c'est bon, elle aussi elle a l'espoir, j'ai l'espoir, elle va s'en sortir. C'est horrible. Même la musique est géniale. Il n'y a plus d'espoir. C'est dingue, j'adore cette scène. Mais ce film, faut remettre dans le contexte. À l'époque, on n'a jamais vu de film comme ça d'horreur où la tête d'affiche Drew Barrymore, elle est connue, quoi. C'est la seule sur la Neve Campbell. À l'époque, personne ne sait qui c'est. Donc on vous met Drew Barrymore sur l'affiche, en grand. Le film commence sur elle, c'est la seule star. Ok, c'est l'héroïne. Et au bout d'un quart d'heure, le premier quart d'heure, elle meurt. Et là, on se dit non, c'est pas possible, elle va revenir. Ben non. La claque de l'époque, ça je me souviens. Et puis c'est tellement bien fait. Wes Craven, c'est un génie. À cette époque-là, le monde le découvre, puisque les cinéphiles le connaissent déjà bien, mais encore une fois, c'est une leçon de cinéma. Tout marche bien. La musique, là, au début de la séquence, quand elle sort de la terrasse, la musique est presque grandiloquente. On est dans le bam 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 américain, presque dans le film d'action. Et on est encore en train de se dire, c'est une scène d'action avec l'héroïne qui va échapper aux méchants. Voilà, c'est le teaser du film. On annonce le combat du film, ça va être ça. Et puis subitement, elle se fait attraper. Là, au moment où c'est le ralenti, on ralentit pour vous montrer, attention, ça devient important. La mort se rapproche, l'englobe, et le coup de poignard. Et là, on dit non. Ah non, mais elle est blessée. Putain, pourtant, c'est en plein cœur. Hein. Elle tombe, et là, vous regardez bien, la mise en scène change, on se rapproche. Et c'est même plus malin que ça, c'est qu'on passe sa main à elle sur le visage, on va savoir qui est la mort, qui est, et là, non. Au moment où elle tire le masque, on passe sur le couteau. Donc à ce moment-là, en fait, on n'est plus sur qui, mais la destination, ça la tue, et on ne sait pas qui c'est. Et tout l'enjeu du film qui est génial, c'est le whodunit. À la fin du film, on sait mais qui est le mec derrière le masque? Quand c'est si bien fait, que c'est malin, que c'est intelligent, et que ça vous déstabilise en tant que spectateur. Le film d'horreur qu'on regarde à l'époque, c'est 96, 17, ouais, 96, on a mangé plein, on a l'habitude, on est adolescent, on se met devant, ah ça va être super, mais je sais où je vais. Au bout de 15 minutes, vous savez plus du tout où vous êtes et où vous allez. Waouh, chapeau quoi. Il n'y en a pas beaucoup des films comme ça. On en parle de la musique là? Ah, c'est pas possible la musique. Il y a à peu près 5 litres de sang dans un corps humain. Là déjà, pour avoir cet effet sur la mare, vous en avez au moins 3. Pour que l'eau du bain soit à ce point-là rouge et que le sang soit pas dilué, c'est qu'il y a au moins quelques litres de sang dedans. C'est-à-dire que là, on se dit qu'il y a au moins 3 ou 4 morts qui ont été vidés de leur sang dans la pièce. Moi, d'un point de vue réaliste, j'y crois pas une seconde, mais après, pourquoi pas. J'ai fait mes travaux pratiques. En fait, moi j'ai un problème avec Dexter, c'est-à-dire que autant dans les bouquins c'est génial, il y a un truc très malin, mais dans la série, ce qui me dérange, c'est cette espèce de glorification du tueur en série. J'ai un petit problème avec ça, j'en ai étudié beaucoup, j'ai lu beaucoup de dossiers criminels, passé du temps sur place avec des enquêteurs, et du coup, j'ai jamais réussi à me mettre de l'autre côté, quoi, du côté tueur en série cool. Ce qui pousse un individu à tuer peut difficilement rendre le monde meilleur quand c'est sériel comme ça. Il y a un moment, ça marche. En fait, quand on tue de cette manière-là, à ce point-là, autant, c'est parce que c'est obsessionnel, ça vous transcende, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire autrement. Et donc, devoir y mettre quelque chose d'idéologique, c'est là qu'il y a j'ai un problème, c'est que ça ne marche plus. Vous imaginez ce que c'est que d'être un homme face à un individu, les mains autour de son cou, le sang, un type qui vous supplie, qui bave, qui convulse, etc. Et vous dites non, je le tue. Enfin, c'est long. Et voici le gourdin ensanglanté qui a servi à la tuer. Voilà. Vous pouvez le toucher, allez-y, marche plus. Un homme a tué un autre homme. C'est ce que tous les romanciers ont envie de raconter un moment dans leur carrière. C'est quoi le meurtre originel? Quel est le premier moment où un homme tue un autre? Pourquoi? Alors, quand vous côtoyez des flics pendant quelques années, ils vont tous vous dire que les crimes sont toujours, à part les tueurs en série, c'est pour ça que c'est aussi fascinant, 99% des crimes, c'est des histoires de cul, des histoires d'argent ou de pouvoir, jalousie. Voilà, une fois que vous avez ça, vous avez quasiment résolu la plupart des crimes du monde. À l'époque des hommes préhistoriques, le type qui était costaud, le type qui était fort à la chasse, ils avaient tous leur rôle. Mais le mec qui était pas bon pour tout ça, il fallait bien qu'il se trouve un rôle. Et si lui, son génie, c'était d'arriver à tuer.
Quand on s'interroge sur le mal, c'est quoi le mal si on met de côté le côté purement religieux, etc. Non, non, pragmatiquement, est-ce que le mal existe? L'hypothèse suivante, c'est le mal est une pulsion. Alors c'est quoi la première pulsion criminelle, la première pulsion du mal? Qu'est-ce qui s'est passé un jour? Est-ce qu'un type un jour, gamin, probablement, c'est probablement pas un homme, c'est probablement un enfant. C'est la première confrontation à la pulsion qu'on ne maîtrise pas, à la jalousie, et chez un individu qui est capable d'une grande violence, qui n'est pas contenu et tout, bah, c'est probablement un enfant. Donc en fait, le premier grand crime, c'est celui d'un enfant. Et on tue ce qu'on peut tuer. C'est un enfant qui tue un autre enfant, et un enfant va le tuer avec ses mains. Donc, non, mais on part dans des délires, mais c'est probablement le cas. En tout cas, si moi, demain racontais, je raconterais tout ce cheminement chez un enfant qui en arrive à ça. Super comédien. Là, il y a tout ce que j'adore. C'est horrible dit comme ça, mais on voit que c'est des mecs d'expérience, donc ils vont pas en faire des caisses. Malgré tout, il y a ce plan où ils sont tous les deux et on voit ça masque. Ça y est, ils se le prennent dans la tronche, il y a un corps. On nous le montre, on n'en fait pas des caisses. On va pas chercher à faire le gros plan qui choque et tout, non. On a la même vision qu'eux. La mise en scène est tellement forte et cette confrontation du réalisme avec cette mise en scène qui est presque fantastique. Cette femme avec ses bois comme ça sur le crâne. Et du coup, on s'interroge tout de suite. Avec le tatouage dans le dos, enfin ce dessin, est-ce qu'on part sur quelque chose d'ésotérique? Quelle est la limite? C'est de la fiction. Est-ce que la limite, ça va être carrément d'aller dans le fantastique? Ou on va rester dans ce ultra-réalisme, mais avec un tueur à dimension ésotérique? Ça ouvre tellement de possibilités, tellement de portes, y compris pour le spectateur à ce moment-là qui se dit « mais je ne sais pas où je vais ». Dans la fiction, on est obligé de jouer de cette manière-là. Parce qu'en réalité, si on voulait être dans quelque chose de surprenant, en restant proche de la réalité, on serait obligé d'être dans quelque chose qui n'est pas acceptable. Je vais vous donner un exemple, il n'y a jamais eu de film et de série réaliste sur des tueurs en série qui s'appellent Norris et Whitaker. Pourquoi? Parce que les types étaient tellement abjects, ils avaient un van, ils prenaient des autostoppeuses et à l'arrière du van c'était une salle des tortures. Et ils les torturaient jusqu'à ce qu'elles perdent conscience de souffrance. Et un des mecs était fort en réanimation, il réanimait et ça repartait pour un tour. Et en fait, les victimes mouraient d'épuisement, de tortures qui duraient des heures et des heures et des heures et des jours. Et ils enregistraient tout. Et je peux vous dire que les enquêteurs qui se sont tapés les enregistrements de ce qu'ils font à leurs victimes, bah vous vous en mettez pas bien, vous dormez pas bien la nuit suivante. Bah ça, typiquement, on peut pas le raconter, on n'en a pas envie en tant que lecteur. Moi, en tant que romancier, je ne saurais pas quoi en faire. Donc, on est obligé de trouver d'autres biais. Et les biais pour être dans une surenchère acceptable et divertissante, parce que c'est quand même ce que c'est horrible à dire, mais c'est du divertissement tout ça. Et bah c'est graphique, c'est donner un sens à des crimes qui n'en ont pas. La réalité des tueurs en série, c'est juste, ils butent et ils torturent pour leur satisfaction personnelle, pour satisfaire leur déviance sexuelle très souvent, mais parce qu'en fait c'est très banal la réalité. Et on est obligé de trouver ces moyens-là, de donner un sens à une histoire qu'on va raconter pour divertir tout le monde. Ça amène le spectateur ou le lecteur à s'interroger sur les limites qu'on a soi et sur l'émotion humaine dans ce qu'elle a de plus dingue. Et moi souvent on me dit mais vous êtes tordu d'écrire des trucs pareils. Je réponds toujours genre mais le plus tordu dans l'histoire c'est vous qui payez pour lire des trucs comme ça. Moi je suis payé pour les écrire. With 2 shots in his back and 1 in his stomach. Nobody important really. Just a movie writer with a couple of B pictures to his credit. The poor dope. He always wanted a pool. Ce plan il est dingue. In the end, he got himself a pool. Quand vous faites le choix d'une voix off, ça casse beaucoup de choses dans l'émotion. C'est faire le choix de tenir le spectateur à distance. Et donc d'être dans quelque chose de très factuel. Et on voit ces types, la photo, on nous amène là, la caméra, la voix suit la caméra. On expose les faits. Et puis subitement, on se prend cette émotion, parce qu'on voit ce type au premier plan, et lui est là, il est dans l'eau et c'est la mort, et le reste est flou. Et d'un coup, la voix off disparaît. Elle est là pourtant, mais on l'entend moins, on est figé par les images. C'est hyper balèze à réussir ce genre d'exercice de mise en scène. D'un point de vue personnel, j'ai un peu de mal avec les noyettes, parce que c'est une mort qui est assez horrible. Hein. On a tous expérimenté notre vie de retenir notre souffle. Et si à un moment, on se rend compte qu'on peut plus et qu'on est obligé d'inhaler de la matière, c'est violent le choc. Enfin, moi j'ai toujours un rapport très réaliste à la mise en scène et à la mort, donc je m'interroge toujours sur ce qui se passe et ce qu'on ressent en fait quand on est victime de ce moment-là. Il semblerait, mais il y a assez peu de témoins pour en parler, que le moment de l'inspiration, très angoissant, mais qu'en réalité ça déclenche une réaction physique qui fait switcher assez vite, et les gens qui ont vécu des noyades mais qui ont survécu sont moins durs quand ils racontent ça. Quand on connaît la scène, on peut plus la regarder.
Man, I shot Marvin in the face. Why the fuck you do that? I didn't mean to do it, it was an accident. Oh man, I seen some crazy ass shit in my time, but chill out. Bon bah, tout le talent de Tarantino en une scène. Il y a du sang partout, ils viennent de flinguer un mec, ils s'en foutent. Ils sont sur le c'est ta faute, mais non, c'est pas de ma faute. Ah bah j'ai pas fait exprès, il y en a partout, ah mais je suis dégueu. Et ce qui est dingue, c'est qu'on en rit en fait. Non mais on vient de voir un type se prendre une balle dans la tête, il y en a partout, et on se marre. Mais ça a un sens. C'est pas gratuit, c'est-à-dire que ça, plus c'est horrible l'environnement, plus leur réaction est décalée. C'est-à-dire que pour moi, quand il y a du sang partout, il y a deux choses. Soit c'est du gore, mais presque drôle en fait, donc c'est potache, et on veut faire marrer les gens, pourquoi pas, c'est un genre. Soit c'est ça, c'est-à-dire que ça raconte quelque chose. S'il n'y avait pas du sang partout, bah cette séquence-là, elle marche presque plus. Donc c'est vrai, c'est la même séquence, juste le type, on entend le coup de feu, et l'autre, oh tu l'as flingué, c'est pas possible. Ça marche moins. Le fait qu'il soit couvert de sang, qu'il y en ait partout, ça rend le truc dingue. C'est-à-dire qu'on dit, non mais, qui peut réagir comme... Bah eux, voilà. Et ça raconte qui ils sont. Tout est là. Et alors, il penche la tête, Brad Pitt, et c'est là que, si on est attentif, il y a les plans cachés du visage de sa femme. Là. Dans un roman, moi, je peux créer une tension très forte, avec un rythme accéléré, mais je ne contrôlerai pas la façon dont le spectateur l'encaisse, la lit, l'accélère, la ralentit. Ma seule capacité, c'est dans ma narration. Alors que là, je suis metteur en scène, la mise en scène, la musique, le découpage, le plan. Si je veux, je fais ce que je veux, j'accélère, je ralentis, j'emmène le spectateur. C'est de la manipulation, la mise en scène. Dans un roman, on met en place quelque chose et on donne les clés à la proactivité du lecteur. C'est lui qui décide, quoi. Donc on peut tricher, on peut créer des choses, il y a des tas d'artifices, il y a des tas de moyens, et le thriller, c'est l'art du montage. Dans votre séquence, si vous coupez là ou là, c'est plus du tout la même chose. Dans un roman, c'est très très difficile, ça, de mettre en scène un personnage et que le lecteur se dise « c'est le moment où il va se passer un truc », et pourtant, je suis dans un moment un peu calme. Vous ne pouvez pas, parce qu'il n'y a pas de tempo, il n'y a pas de musique dans un roman, et donc en fait, le lecteur n'a que ce que vous lui donnez. Et donner des informations contradictoires, ça ne marche pas dans un roman. Et donc, il faut arriver à créer une atmosphère, et d'un coup, une rupture immédiate. Mais d'avoir les deux, c'est compliqué en littérature. Mais c'est hyper intéressant, j'adore essayer de me challenger avec ce genre de choses comme ça. C'est fort, et je suis assez client. C'était Maxime Chatham, c'était mon expert review pour Vanity Fair. Merci à vous.